J'aime bien mon endroit. Chers amis, c'est toujours un plaisir de se revoir et surtout partager ensemble des notions de Torah qui sont importantes et combien on sait, le sujet de ce soir est un sujet très important comme on va voir ensemble ce soir. Parce qu'on va prévenu qu'on a environ 2h45 ensemble. De toute façon, les gens vont pas dormir si tôt. Mais quand j'ai prévenu Virginie, j'ai dit que le cours de ce soir, c'est un cours qui sera avec beaucoup d'interactions. Je veux dire que je ne serai pas le seul à parler, mais c'est bien de manger parce que quand on mange, on ne parle pas. Et après, si vous avez des questions, vous pourrez bien sûr répondre, on va échanger beaucoup ensemble. Je pense que le thème de ce soir, c'est un thème qui touche énormément de monde, la résilience. On va essayer de voir ensemble ici. Oui, la résilience, et on va voir pourquoi et comment. Comment avoir la résilience, pourquoi c'est important, quoi sert la résilience. Qu'est-ce que ça veut dire avoir de la résilience? C'est surtout en rapport avec, bien sûr, les semaines dans lesquelles nous sommes. On vient de fêter la fête de Purim, on se prépare maintenant à Pessah, et on n'oublie pas que ça fait 6 mois que nos frères et sœurs se battent en Israël pour la protection de notre terre. Et Baruch Hashem, des miracles tous les jours, même si parfois on entend aussi quelques mauvaises nouvelles, on a le devoir de se focaliser sur la grande image. Si Dieu veut à la fin du cours, on verra la vidéo du voyage qu'on a fait en Israël justement. Pour le Soudan, un mois après le 7 octobre, sur la bande de Gaza, qu'on avait écouté chaque année. Alors commençons, chers amis, ensemble par se dire que dans la vie de tous les jours, j'ai vu il n'y a pas longtemps une étiquette sur une voiture qui disait la chose suivante. Nous avons tous 2 vies. La deuxième commence quand nous réalisons que nous n'avons qu'une seule. Et ça, cette perle fait écho à un message fondamental que la Torah nous enseigne, que la vie est trop précieuse pour être gaspillée. Aujourd'hui, on a l'occasion d'explorer comment valoriser et utiliser la vie merveilleuse que chacun de nous possède. Et on se revoit aujourd'hui, on va se tourner vers un document transformateur rédigé de la main du prophète Jérémie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'appelle Jérémie ici. Non, quelqu'un s'appelle Jérémie. Qui a été écrit il y a 26 siècles. Quelques personnes ici présentes étaient à l'époque. Cette lettre a été envoyée à nos ancêtres juifs. Ça a servi de phare d'espoir alors qu'ils enduraient la lutte contre l'exil de Babylone. Mais ces profondes réflexions que Jérémie, le prophète Jérémie, a écrites sont précieuses et sont pertinentes pour les vies modernes de chacun d'entre nous. Ça a été écrit à une époque précise. On a des échos? J'ai vu qu'elle vient chanter dans tout le monde après. Mais le message de Jérémie, c'est un message qui est valable pour tous les temps. Pour comprendre pleinement l'importance de la lettre que Jérémie a envoyée, on va remonter dans le passé lointain, qui était un passé cruel du 6e siècle avant l'ère commune. Pendant cette période, les Juifs furent violemment déracinés de leur foyer en Israël, traînés pendant près de plus de 1000 km pénibles à travers le désert du Moyen-Orient jusqu'à Babylone, l'Irak actuel. Et c'était la première expérience de l'exil. Mais ce ne sera pas la dernière. Non. Abandonnés dans une terre totalement étrangère, les Juifs étaient des étrangers. Les coutumes locales étaient déroutantes, la langue était incompréhensible, les habitants étaient totalement hostiles, Jérusalem n'était plus qu'un souvenir, alors qu'ils avaient vu avec leurs propres yeux le roi Salomon, ils avaient vu comment le temple que le roi Salomon a construit était réduit en ruine, leurs âmes collectives étaient brisées, leur communauté était déchirée, leur foyer, moyen de subsistance avait totalement disparu. Et voilà un psaume que nous répétons presque chaque jour, tout celui qui mange du pain tous les jours et qui fait Birkat Hamazon. Le premier psaume qu'on dit avant Birkat Hamazon, qui est la bénédiction qu'on fait après le repas, Al Naharot Bavel, psaume 137. Et là-bas, la première phrase dit la phrase suivante: près des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion, bien sûr de Jérusalem. Autrefois, on parle dans ce psaume, mais on le répète tous les jours. On va voir pourquoi. C'était un peuple joyeux qui célébrait la vie et son héritage juif. Maintenant, les Juifs étaient des captifs, des otages. Leur esprit était brisé. Leurs jours étaient remplis de deuil. Le désespoir semblait justifié. Le psaume continue avec la phrase suivante. Dans la tristesse, ils avaient abandonné leurs arcs, les laissés pendre au sol. Leurs geôliers qui avaient entendu parler de leur exubérance, de leur festivité, de leurs chansons animées, leur demandaient d'un ton moqueur: chantez-nous l'une de ces légendaires chansons de Jérusalem. Mais tout ce qu'ils pouvaient répondre, comment pourrions-nous chanter les chants de Dieu sur une terre étrangère? À Babylone,
Les Juifs menaient une vie dépourvue de liberté, de musique, d'enthousiasme. Ce n'était pas le moment où il fallait chanter. Il n'y avait pas de chant, il n'y avait pas de mélodie. Paralysés par leur désespoir, les Juifs ne pouvaient qu'attendre, où ils pourraient reprendre leur vie en Israël, pour reprendre l'air qui avait été brutalement réduit en silence. Abandonné dans une terre hostile, le peuple juif insistait sur l'impossibilité de créer quoi que ce soit de choses significatives. Ils ont mis de côté leur instrument et leur inspiration. Qu'est-ce que ça veut dire naviguer dans la vie de chacun d'entre nous, le Babylone qu'il y a dans chacun d'entre nous? Tout au long de nos vies, chacun de nous affronte le propre Babylone. Des moments qui nous sommes parfois où on est totalement effondrés, où nous sommes plongés dans la déception. Parfois, notre exil découle d'une entreprise qui n'a pas décollé, un mariage qui n'a pas duré, d'un enfant qui s'est égaré, parfois un enfant perdu, parfois une maladie qui s'est déclarée subitement. Parfois, nous sommes victimes de rêves de notre jeunesse qui ne sont jamais concrétisés, des talents qui sont restés inexploités, des carrières qui n'ont jamais décollé, ou des rêves de richesse ou de gloire qui n'ont jamais réalisés. Et l'avenir, parfois, sont totalement fermés. Malgré nos différences, il y a un élément singulier qui nous unit tous ici ensemble ce soir. Chacun va parler. Chacun de nous est passé par Babylone. Même s'il n'a pas pris un billet vers l'Irak, je n'espère pas, mais on est tous en Irak. On va voir pourquoi. Parce que beaucoup d'entre nous, on est en plein exil babylonien. En ce moment même, on parle. Nous sommes tous familiers avec ces différents défis. Certaines personnes réagissent à l'exil avec amertume et doute de soi, et se définissent par leur déception. Elles deviennent perpétuellement frustrées parce que ce qu'ils ont désiré, ils n'ont jamais obtenu. Ces personnes se retrouvent piégées dans ce cycle de nostalgie du passé. Tout en attendant un avenir meilleur à Jérusalem, leur vie actuelle devient totalement sombre. Ils rangent leurs armes, ils étouffent leur musique intérieure et se demandent comment je peux chanter dans une terre étrangère. Un jour, au milieu de la tente pleine de chagrin des Juifs, un émissaire de Jérusalem apparut parmi les exilés. L'atmosphère était totalement électrique d'anticipation. Les gens se sont dit, quel message on va recevoir? Tout le monde était impatient d'entendre des nouvelles de leur patrie, Yerushalayim, Sion. Ils désiraient ardemment une percée. Du geste de la main, le messager calma la foule. Il apportait un message de Jérémie le prophète, un message qui changea le cours de l'histoire juive. Voilà le message. À tous les exilés de Babylone, bâtissez des maisons et installez-vous. Faites des jardins, mariez-vous et ayez des enfants pour prospérer à Babylone. Multipliez-vous, ne diminuez pas, travaillez pour la paix et la prospérité du pays, Babylone. Priez aussi pour le bien-être de Babylone. Si les choses vont bien pour Babylone, les choses iront bien pour vous. Ça, c'était le message du prophète Jérémie. Yirmia, c'est un des plus grands prophètes que le peuple juif a fait avoir. C'était un conseil inattendu. Peut-être même indésirable. Parce que les Juifs, ils anticipaient, ils espéraient que Jérémie dirait « L'exil ne durera pas longtemps, accrochez-vous simplement, nous retournerons dans la belle Jérusalem n'importe quel jour où la Juif va prospérer. » Et là, le message que Jérémie a envoyé, c'était tout à fait le contraire. Jérémie avait ici un message beaucoup plus profond, en leur disant « Construisez votre vie ici et maintenant. N'attendez pas, dans vos défis, dans votre Babylone, trouvez la force de créer, de construire et de prospérer. » Dans les régions qui sont reculées et sauvages d'Amérique, un garçon naquit dans la pauvreté. Son accès à l'éducation formelle prit brutalement fin seulement à 1 an. À l'âge tendre de 9 ans, il subit la perte déchirante de sa mère. Sa famille n'avait souvent pas quoi manger, mais cela ne l'a pas empêché d'avancer. Il prit sur lui d'apprendre et grandir au-delà de ses circonstances. Il entra dans l'arène politique, luttant pour une place à la législature de l'Illinois, et il fut sévèrement battu. Il se lança dans les affaires, ce qui solda également par un échec, le laissa avec des dettes qui mettra 17 ans à rembourser. Une perte personnelle le frappa à nouveau lorsque sa femme qu'il aimait, sa fiancée, mourut. Refusant de céder au désespoir, il tenta une nouvelle fois sa chance en politique, visant le Congrès. Mais une fois de plus, il fut confronté à la défaite. Il chercha ensuite, sans succès, une nomination au Sénat des États-Unis. 2 ans plus tard, il échoua encore une fois. Rien de sa grandeur n'était prédestiné. Ce garçon s'appelait... Que Dieu nous en préserve. Abraham Lincoln. Le grand libérateur, l'un des plus grands présidents que l'Amérique n'ait jamais connu. Je dis ça parce que ce n'est pas notre ami, à nous tous.
Le cours de Torah nécessite une certaine culture générale. Hein. Comment tu t'appelles? Stéphanie. Magnifique. Stéphanie, c'est ma copine. Mais en tout cas, c'est la seule qui a fait la parole. C'est la seule qui a fait une proposition déjà. Pour moi, elle n'a pas peur de se mouiller, comment dire. Bravo. C'est qui son mari? Le succès de Lincoln, qui n'était pas juif, a été construit de Babylone. Plutôt que d'attendre la terre promise d'une vie parfaite, il agit dans son exil. Ce faisant, Lincoln a non seulement transformé sa vie, mais il a également remodelé toute la nation. On sait combien il a fait pour le peuple juif. Quand il est devenu le président la première fois, il y avait 3000 juifs aux États-Unis. À la fin de son deuxième mandat, avant qu'il soit assassiné, il y avait 150 000 juifs. C'est pas le moment ce soir de donner un cours sur la vie d'Abraham Lincoln, mais il a transformé le monde. C'était un des meilleurs présidents des États-Unis. Il y a quelques personnes ici qui étaient présentes dans les années 1800, qui se rappellent ce qui se passait à l'époque. Mais ça, c'est pour Abraham Lincoln qui n'était pas juif. Moïse, savez-vous ce que raconte vraiment chaque biographe qu'on va regarder de n'importe quelle personne? Tout ça, c'est l'introduction. N'importe quelle personne qu'on peut lire sa biographie. Les faits varient. Les périodes peuvent parfois aller de l'Antiquité à nos jours, mais chaque histoire se trouve le récit et la manière dont les individus luttent contre leur Babylone. Au lieu de succomber au désespoir, construisent quelque chose de remarquable en son sens. Pensons à la biographie de Moïse. Tout le monde a entendu parler de Moshe Rabbeinu. Lorsque Dieu s'est avéré, s'est d'abord révélé à Moïse et lui a donné de conduire le peuple. Moïse s'est senti incapable de la tâche. Il demandait à Dieu, « Qui suis-je pour aller voir Pharaon et faire sortir les Juifs d'Égypte? Je ne suis pas éloquent, ma parole est lente et hachée. Trouve quelqu'un d'autre pour le faire. » Mais Dieu n'entendait aucune de ses excuses. Finalement, Moïse répondit à l'appel et utilisa les capacités brisées et altérées qu'il avait reçues. La main qui lui avait été donnée n'était pas parfaite, mais elle suffirait. Et en fin de compte, celui qui avait dit « Je ne suis pas un homme de parole » devint le porte-parole le plus éloquent de Dieu de toute l'histoire. L'histoire de Moïse porte un message. La véritable grandeur ne vient pas d'une vie dotée d'une capacité parfaite. Rappelez-vous de cette ligne, puis après ça sera sur l'interrogation. Mais de la détermination à lever nos armes et à faire de la musique avec nos handicaps. Moïse illustre la créativité et la croissance personnelle, même au milieu de Babylone ou de l'Égypte. Le chemin vers la terre promise a commencé par sa détermination. Et nous sommes tous confrontés à des problèmes et à des défis. Pourtant, une vie significative et riche ne découle pas de compétences parfaites ou bien d'un environnement idéal. Si mes parents auraient été, si je serais né dans une telle famille, si j'aurais grandi dans tel quartier, et on en passe, à ce moment-là, j'aurais pu avoir telle et telle chose. Mais ça vient de la force de construire, de s'épanouir, et finalement d'atteindre le succès dans les décombres de notre Babylone. Le talentueux peintre chassidique Eliezer Tiefenbaum, mon cousin de ma femme, se trouvait un jour en conversation réfléchie sur les enseignements de la Torah avec le rabbi Lubavitch. Le rabbi, soudainement curieux de la méthode de peinture de Tiefenbaum, vous avez certainement dû voir cette peinture de tous les rabbins, de beaucoup d'autres, très très belles. Le rabbi lui demanda une question: est-ce que tu peins debout ou assis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peint ici? Non, il n'y a pas de l'art. Le rabbi lui demande: est-ce que tu peins debout et assis? Maintenant, je vous demande une question avant d'arriver à la suite de l'histoire. Quelqu'un il pense ici qu'il y a une différence si on peint debout ou assis? Sur le ventre ou sur le dos? Sur le ventre, c'est compliqué. Sur le ventre, c'est compliqué, d'accord? C'est-à-dire que je peux sortir du cours. Et sur le dos? Sur le dos aussi. Alors? Mais debout, ouais, debout. Il doit y avoir une différence. Bravo. Comment est le mari de qui? Ok, très bien. Non, on est plus stable assis que debout. Hein? Mais vous avez vu un peintre travailler? Oui, je pense. On va les s'intéresser. C'est debout. Debout la plupart du temps? Qu'est-ce que tu dis? Pas toujours. T'as déjà vu un peintre? Oui, non, ça. Picasso, Chagall, je sais pas, hein? T'as déjà vu Picasso? Qu'est-ce que tu peins? Vraiment? Magnifique. T'as jamais essayé sur le dos? Non. Le rabbi lui demande, quand tu peins, c'est quoi? C'est debout ou assis? Tiefenbaum répond qu'en général, il peignait debout. Le rabbi sourit, il mentionna, et il mentionna, j'attends un peu mieux, que Michel-Ange avait peint certaines de ses œuvres les plus belles
comme les fraises de la chapelle Sixtine en étant allongés sur le dos. Le rabbi, tout le monde dit bien rabbi. Quand je regarde la question, personne n'a dit. C'est moi. Mais bravo. D'accord? Là, c'est ce qu'il a demandé. Maintenant, on fait la pause musicale. Ça va, oui? Bonsoir, bonsoir. Ok, mets-toi là. Non, t'as à côté de Shirley, là, t'as mis là. Je croyais que t'allais passer incognito, quoi, tu vas être bien. Au moins, les derniers venus, les premiers servis. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Attends, voilà. On est juste à côté de l'orateur, comme ça vous interrogez la première. Alors, attendez, j'attendais pour l'histoire, parce que je pense à la fille, on demandait, alors lui, il a demandé à ses peintres en lui demandant pour savoir s'il peint debout ou assis. Et lui, il a répondu que la majorité de ses peintures, il peint debout. Vous pouvez me rapprocher, je ne mange pas. Et la vie sourit en me disant que Michel-Ange avait peint certaines de ses œuvres les plus belles, les fraises de la chapelle Sixtine, en étant allongé sur le dos. Là, vous allez me dire pourquoi le rabbi raconte une telle histoire à un juif chassidique, religieux, Lubavitch, un peintre, quel rapport? Et Michel-Ange, bref. Quelques mois plus tard, Tiefenbrun, il a subi une grave blessure au dos et fut contraint à une période prolongée de repos au lit. Lui privant de la capacité de pratiquer son art et par conséquent lui ôtant sa joie. Quelqu'un qui a un métier et tout d'un coup plus il fait ce qu'il doit faire. Dans les heures de désespoir, Tiefenbrun se souvint de l'observation du rabbi sur Michel-Ange. Et une étincelle se terre. Il choisit d'embrasser la situation, de transformer son lit en studio et d'utiliser sa nouvelle position pour alimenter son art d'une manière qu'il n'avait jamais envisagée auparavant. Ce soir, dans la chambre, commence à préparer une manière de pouvoir peindre. On va monter sur le dos, tu verras qu'il y aura certainement des très belles arts qui vont sortir. Et la résidence. Lorsqu'il conseillait Tiefenbrun, le rabbi a fait écho au message de Jérémie qu'on a mentionné tout à l'heure. Le seul endroit où vous avez à vivre est là où vous êtes au moment même. Ce n'est pas l'endroit de vos rêves, mais c'est là où Dieu vous a placé chacun d'entre nous. Alors on a le devoir de se mettre au travail. N'attendons pas d'aller mieux. Commençons à créer exactement la beauté où nous sommes. Libérez le Michel-Ange intérieur qui se trouve chez chacun d'entre nous. Visez à créer non seulement une vie, mais un chef-d'œuvre. Si on est coincé dans un cycle de nostalgie du passé, et que vous attendez un avenir meilleur à Jérusalem, vous risquez de laisser votre vie actuelle devenir sombre, dénuée de sens. On reste coincé dans la salle d'attente de la vie. Le destin ne nous attend pas dans un futur parfait. Il est ici, maintenant, dans notre maison, dans nos familles, à notre travail. Et donc on doit arrêter de rêver d'un cadre idéal et commencer à vivre passionnément et pleinement ici et maintenant. C'est des beaux mots, on va entrer dans les détails. Sur la base de cette compréhension, on va essayer d'envisager une stratégie ensemble, chacun ici présent, qui va nous aider à libérer notre Michel-Ange intérieur. Je ne pas dire qu'on va tous venir des peintres ce soir, mais des peintres dans la vie de chacun d'entre nous. Parce que dans la vie, chaque expérience... Oui, on mange pendant le cours. C'est pourquoi, c'est comme ça les gens ne parlent pas. Surtout quand on est tombé. Chacun d'entre nous a deux dimensions. On a ce qu'on appelle l'événement extérieur, les faits concrets, et on a l'interprétation intérieure, les significations que nous donnons à ces événements. Nous ne vivons pas à la merci de nos circonstances. Au contraire, nous avons le pouvoir de rendre la vie insignifiante ou magnifique, en fonction de la signification que nous attribuons aux événements de nos vies. Nous sommes les interprètes de notre propre histoire. Pensez aux expériences de la vie comme un alphabet. Les faits objectifs de nos vies sont une collection de lettres. Mais ces lettres en elles-mêmes ne signifient absolument rien. Ce sont de simples lettres. Les événements de nos vies, comme les lettres de l'alphabet, ne tirent leur signification que de la manière dont nous les disposons et les interprétons. Les mêmes ensembles, t'es parti peindre? T'es parti peindre? T'as essayé sur le dos? Les mêmes ensembles de lettres peuvent être reconfigurés pour former des mots très différents. De même, notre perception et notre interprétation déterminent si les événements de nos vies deviennent désespoir ou joie. Souvenez-vous du Macbeth de Shakespeare. Quelqu'un a entendu parler? Macbeth. Ok.
qui appelle la vie un conte raconté par l'accent, Melchior, ils sont un peu, tu vois, ils sont un peu perturbés. plein de bruit et de fureur signifiant rien. Pour Macbeth, la vie est sombre et dénuée de sens. Mais le même alphabet exact que Shakespeare utilise pour créer une image aussi sombre peut être reconfiguré pour former les mots divins de la Torah, pour transmettre une vision de la vie débordante de sens et de bruit. Un seul alphabet, selon son utilisation, peut transmettre des récits totalement différents. Notre perspective, la manière dont nous choisissons de disposer et de comprendre les différentes lettres de la vie, devient le pouvoir de transformer notre monde d'un lieu de désolation en un domaine qui est imprégné de signification divine. En feuilletant un magazine de sport, je suis tombé sur l'histoire d'un garçon nommé Mordechai Brown. Il rêvait un jour de devenir un professionnel en baseball. Il y a plus d'un siècle, son talent extraordinaire a attiré l'attention des recruteurs professionnels. Et il semblait que son chemin était tracé, c'est allait devenir la plus grande star. Un accident malheureux en agriculture lui a enlevé 2 doigts de sa main, de lancer, mettant apparemment fin à ses rêves. Mais Mordechai n'était pas ce genre à se rendre à l'adversité. Avec un espoir indomptable, il a appris à lancer sans ses doigts manquants. Sa ténacité a attiré l'attention de son entraîneur, qui a remarqué une rotation unique dans son lancer, lui a suggéré d'essayer de lancer une balle de baseball à la place. Sa suggestion a changé le cours de la vie de ce garçon. Mordechai s'appelait Mordechai Three Fingers, Mordechai 3 doigts. Brown, il est devenu l'un des plus grands lanceurs de l'histoire de la Ligue majeure de baseball. Sa prise unique a créé une balle courte qui a dérouté même les meilleurs frappeurs, menant son équipe à 2 titres de la Série mondiale et lui valant une place au temple de la renommée de baseball. Mordechai, il n'a pas permis à sa condition de l'imiter. Au contraire, il a créé une opportunité unique à partir de son handicap inattendu. La réalité tragique à laquelle il a été confronté, les lettres que la vie lui a données, auraient pu annoncer une vie de défaite. C'est terminé, il n'y a pas d'espoir. Pourtant, Mordechai a réorganisé les lettres, créant ainsi un récit extraordinaire de résilience et de réussite. Mordechai aurait pu laisser la vie écrire funérailles. C'est excellent les funérailles. Mais à la place, il a changé les lettres et il les a mis en real fun. C'est les mêmes lettres que funérailles. En anglais, ça veut dire la vraie joie. Exactement les mêmes lettres. Un vrai plaisir. Une disposition différente. Mais cela, ça a fait toute la différence. Ça, c'est l'essence que Jérémie a enseigné aux Juifs qui étaient en exil. Il les a implorés à réorganiser leur vie. Apparemment désespérés, c'était des lettres avec un récit de triomphe et de résilience. Nos circonstances, nos Babylones, peuvent parfois nous échapper. Mais nous pouvons tous choisir comment y répondre. Nous pouvons toujours remodeler les lettres, transformer le désespoir insignifiant en beauté inspirée. Revenons maintenant au début du message que Jérémie a donné tout à l'heure à tout le monde. Le peuple juif en Babylone a fait précisément ce que Jérémie lui a demandé. En embrassant le message inspirant de Jérémie, ils se sont installés, ils ont construit la vie juive en Babylone, un endroit qu'ils méprisaient au départ. Ces actes de détermination a donné naissance à l'une des périodes les plus créatives de toute l'histoire du peuple juif, notre histoire. En Babylonie, les Juifs ont continué de chanter les chansons de Dieu, non seulement en conservant son air intact, mais en l'enrichissant. C'est en Babylonie, privée du temple saint de Jérusalem, que le peuple juif a fondé une institution transformative qui s'appelle la synagogue. Tout ce qu'on a aujourd'hui, que ce soit la prière, le livre de prière, le Talmud de Babylone, bref, l'histoire du peuple juif est née à Babylone avec ce message de Jérémie. La synagogue, à partir de laquelle la prière est devenue la plus profonde et plus significative que jamais. C'est sur le sol babylonien, le chef-d'œuvre de l'érudition juive, le Talmud babylonien, que tout a été compilé. La beauté a été façonnée à partir de la brutalité. 70 ans plus tard, les Juifs quittent enfin Babylone avec la chanson intacte, comme dit le psaume, que l'Éternel ramena les captifs à Sion, à Jérusalem. Et on continue dans le même psaume qu'on dit tous les jours. Alors, notre bouche était remplie de rire et notre langue de chants joyeux. Ces personnes, par leur embrassement radical du malheur, ont préservé notre précieux héritage et l'ont ramené à Jérusalem. Aujourd'hui, dans n'importe quelle synagogue, Beth Rabbah, n'importe quel lieu, on se rend compte, nous sommes tous redevables à ces esprits fidèles qui, il y a longtemps en Babylonie,
ont continué de chanter la chanson de Dieu dans une terre étrange. Ils ont modelé une manière d'être juif que nous suivons chaque jour depuis plus de 2000 ans. Alors que nous entrons dans une période dans laquelle parfois les gens ils se disent « Va savoir ce qui m'est tombé sur la tête. Comment je vais réagir ?» On va rentrer tout de suite dans les détails. Parfois, on essaie de naviguer à travers notre Babylone personnelle. On a le devoir de continuer à chanter la chanson de Dieu. Prenons les lettres de nos réalités difficiles, réorganisons-les pour lancer cette cour parfaite pour planter, construire et grandir. Je vais terminer avec une histoire. Il y avait une fois, l'introduction, un rabbin à New York, pas faire peur à tout le monde, qui était dans un paysage calme, pas le New York que tout le monde connaît, Manhattan, quelques heures de voyage, une même synagogue, à proximité, a entendu que le rabbin était là, il dit viens faire un discours. Le rabbin l'a accepté. Lui et son fils, ils arrivent, ils rentrent dans la synagogue, ils passent par des champs verts, tellement de voyages, tellement de prairies. Et en montant les marches de la synagogue, il repère une grande boîte de tzedaka pour donner la tzedaka avant d'entrer à la synagogue. Le rabbin, il fouille dans sa poche, il trouve 75 centimes. C'est 3 pièces de 25 centimes à l'époque. Il les dépose dans la boîte, en demandant à Dieu de réussir son cours, comme j'ai fait en venant ici. Une fois son sermon terminé, et la congrégation dispersée, le rabbin est resté seul avec le gardien de la synagogue et son fils. Le gardien a dit, je ne sais pas combien nous pouvons vous donner pour le sermon, pour le discours que vous avez donné. Sortons voir. Le gardien est sorti jusqu'à la boîte de tzedaka qui était à l'entrée de la synagogue. Il a déverrouillé. Il a récupéré à l'intérieur 75 centimes que le rabbin avait mis en donnant plus tôt. Et lui a remis dans sa main. Pendant leur voyage profondément silencieux, à travers les champs, le jeune garçon, plein d'innocence, regarde son père et s'est exclamé « Que papa, si tu avais mis plus dans la boîte, tu aurais récupéré plus. » Mes amis, cette histoire résume toute une philosophie de vie qui est plus on investit dans notre vie, plus on peut en retirer. Alors notre devoir, c'est pas de jouer à l'aveugle, c'est pas de dire qu'il n'y a pas de souci, c'est pas de dire qu'il n'y a pas de problème. C'est de se dire, face à n'importe quelle situation dans laquelle on peut se trouver, on doit adopter et mettre en place ce mode de résilience, qui est divisé en 3 parties. Question. Comment tu as fait pour que tout le monde soit sage? Comment tu as fait pour que tout le monde soit sage? Pas de questions? L'Echaim à tous, merci d'être venus. Qu'est-ce que la résilience? Comment tu t'appelles? Ruben. Je n'ai pas voulu commencer avec Ronald, commencer avec toi. L'acceptation de ce qui nous arrive. Qu'est-ce que ça veut dire l'acceptation de ce qui nous arrive? C'est penser que tout ce qui nous arrive est le bien. Ça c'est le gros mot. On m'a dit dans la vie de tous les jours. Je reviens parce que par rapport à l'histoire que vous avez lancée sur... vous avez commencé à un moment, vous avez une parenthèse en disant il faut accepter et voir le bien de ce que fait Dieu pour nous. Mais avec ça, il y a l'histoire de Mordechai qui a perdu ses doigts et qui est devenu... qui a fait du baseball, qui ne s'est pas arrêté. C'est quoi accepter et c'est quoi ne pas s'arrêter? Elle est où la limite? Magnifique. Viens à ma place. Non. C'est pour ça qu'on est là ce soir. C'est pour ça que j'ai demandé. Alors je demande à ta femme, comment vous appelez? Shirley. Moi, j'aurais pas dit c'est quoi accepter ou pas. Mais revenons à la question préalable. C'est quoi la résilience? C'est arrivé. Donc, soit je peux pleurer même enfant, soit je peux essayer de voir le bien et dire comment je peux. C'est essayer de voir positivement, même le mal qui me dit. Alors ça, c'est un discours que tu dis à tout le monde de ce que tu veux passer pour quelqu'un de bien, ou c'est ce que tu dis dans... Non, parce qu'il dit. Il a dit. On pense pas à J'ai compris, Non, je dis pas que je pense comme ça, mais je dis que c'est comme ça qu'il faut qu'il faudrait faire. Alors là, on est en live, je ne vais pas raconter cette histoire, mais rappelez-moi à la fin de raconter cette histoire d'une personne qui m'a annoncé il y a 2 semaines qu'il était enceinte. Ça s'appelle de l'histoire, c'est ça. Très belle histoire, mais je n'ai pas envie de la dire en live, peut-être elle écoute. Je n'ai pas envie qu'elle se reconnaisse, mais rappelez-moi, c'est une histoire importante pour que ça rejoigne. Alors, pourquoi c'est important la résilience? Cultiver la résilience, l'objectif de ce cours qu'on va voir ce soir ensemble, d'abord c'est un sujet qu'on peut parler pendant des heures, et c'est pas un cours. Mais quand même, je ne dis pas combien ce soir qu'avec des questions. Et c'est pas un cours qui est axé sur des études et des informations, mais c'est surtout axé sur chacun d'entre nous. À cette fin, dans la leçon qu'on va voir ce soir, on va avoir des outils pratiques pour affiner nos compétences socio-émotionnelles et devenir plus confiants en nous-mêmes et en notre avenir. Sur une série de 1 à 10, une échelle de 1 à 10,
Si je vous demande de noter à quel point vous vous sentez stressé aujourd'hui. Je n'ai pas amené les feuilles et les stylos parce que Virginie m'a dit qu'il n'y a pas de place sur les tables. Mais si je vous demande à chacun à combien vous êtes stressé aujourd'hui, soyons francs, je ne dirai pas qui a dit quoi. Je fais un tour de table rapide, je saute ma femme parce que je n'ai pas envie d'avoir des histoires à la maison. Je pense pas à Virginie. À combien vous êtes stressé aujourd'hui sur une échelle de 1 à 10? Aujourd'hui, je suis stressée. Arrête, toute la journée tu étais en folie, comment je vais mettre les places, Non, Youssef, t'inquiète pas, il n'est pas stressé pour ça. C'est pas stressé. Il faut beaucoup plus Elle m'a Est-ce que vous venez pas bien dire est-ce que tu viens, est-ce que tu viens Voilà. pas ça s'appelle pas stressé. C'est pas du stress. 0 à 10 de moins un chiffre. Franchement, je suis stressée. Tu peux répondre 0 à 10. 1, merci. Ah. Tais-toi. La suite. 5. 5. 6. C'est pourquoi pas. Tu vas monter 5. Non, c'est pas un jeu. Sérieux. 4. 4. Non, mais c'est sérieux ce que je dis. On va rentrer dans les termes, vous allez voir, les prochaines questions ne sont pas aussi simples. Tu dis toi 5. Tout est juste. Vas-y. Moi, il y a eu deux parties dans ma journée. Il y a eu avant ma partie de tennis avec Alexandre, et après ma partie. Avant, j'étais très stressé. Après, j'étais très détendu. Et c'est un très bon sujet de résilience. D'accord. Et donc Non, je dirais 7. Je 7. suis bien là, je suis bien. 7, ça veut dire stressé. Ouais. Pour Anthony, c'est pas mal. Pour Anthony, c'est pas mal. Stress là. Ok, vas-y. J'ai un peu stress. Non, il a 15. D'accord. Tu dis toi 2. 2. 4. 4. 5. Heureusement, je vais pas demander de me définir pourquoi chacun, parce qu'on va passer toute la soirée. On va voir. 5, vous avez dit. 8. 5. 5. 1. Pas de stress, d'accord 4. 4. Madame Non, 2. pas mal. C'est moi, ça va. Elle dit bon. Elle dit Ta femme oui, c'est ma femme. Marie. Ton ex-compagne Non Bientôt. Ok, donc t'as dit 1, 2, 3. 3. Un jeu, d'accord. Maintenant, le stress, pas se balayer la fête, je vais être franc ce soir. Le stress affecte de nombreux aspects de notre vie. Comment le stress impacte-t-il certains des domaines suivants? Je vais donner quelques exemples. Comment le stress impacte-t-il la santé mentale? Est-ce que quelqu'un a des suggestions? Comment ça a un impact sur la santé physique? Nos réussites à l'école, nos relations familiales, nos amitiés, réussite au travail. Maintenant, si les gens sont stressés, en règle générale, ils sont susceptibles d'être plus anxieux, de dormir moins, d'être plus irritables, d'abandonner plus facilement et de prendre les choses de manière beaucoup plus personnelle. Maintenant, on va rentrer dans les détails. Et chacun va devoir raconter pourquoi il a dit 4 ou 5. C'est pas simple. C'est pas juste un jeu comme ça, on a l'air pour... Maintenant, imaginons l'opposé. Avec moins de stress dans nos vies, comment chacune de ces catégories s'améliore-t-elle? Alors, celui qui a dit qu'il n'y a pas de stress, tout va bien, je peux sortir. Je parle de ceux qui ont envie, ils ont dit, Virginie, tu peux partir. Maintenant, si les gens sont moins stressés, en général, ils sont plus susceptibles de passer une bonne nuit de sommeil, d'être concentrés, d'être plus optimistes, de prendre des risques, d'être plus présents dans leur travail et d'être plus présents pour les autres. Nous recevons souvent des messages subliminaux qui nous disent qu'en grandissant, nos vies deviendront de plus en plus stressantes. Que le stress fait partie inévitable de ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui adulting, devenir adulte, grandir, plus on avance dans la vie, plus tu as des soucis, plus tu as des casse-têtes, plus tu as des ennuis. Et il semble que nous n'avons pas beaucoup de contrôle sur cette éventualité. Cela ne semble pas être très prometteur, mais il y a de l'espoir. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Parce que tout au long du cours ce soir, ce qu'on va apprendre ensemble, on va apprendre des compétences pour gérer toutes sortes de stress. Ces compétences peuvent être mises à l'œuvre à toutes les étapes de la vie et sont bénéfiques dans tous les aspects des expériences présentes. Je sais que vous n'êtes pas venu chez MC ce soir, ça n'a pas été facturé, c'est pas remboursé par la Sécu, vous allez voir. On a 3 points à passer ensemble. Point numéro 1. Stress égale manque de compétences. Écoutez bien comment c'est décliné en 3 catégories. Chacun se voit attribuer des compétences à utiliser tout au long de son expérience de la vie. Lorsque quelqu'un sent qu'il n'a pas les ressources pour gérer une situation particulière, il se sent stressé et bloqué. C'est dommage que je n'ai pas demandé à chacun d'écrire combien les chiffres qu'il a dit, parce qu'à la fin, on verra est-ce que chacun tient encore le même chiffre. C'est vrai ce que tu dis. Ah, merci. Pour une fois que quelqu'un Mais moi, je suis pas stressée parce que je sais mes limites. Le Magnifique. reste, je le délègue à Anthony. Magnifique. Maintenant. Alors, 7 et 1, mais 8. 4 chacun. C'est pas mal,
Je vais vous présenter un scénario et je demande à 3 personnes de donner une réponse sincère. Vous avez un travail à finir, travail de fin de trimestre, ça rentre demain matin. Que ce soit pour le milieu de travail, que ce soit pour l'école, peu importe. Vous travaillez dessus depuis des semaines. Vous devez le présenter demain pour obtenir des crédits pour la classe, pour obtenir des crédits pour le travail, pour obtenir quoi que ce soit. Vous avez encore quelques modifications à apporter. Il est maintenant 22 heures. Et votre ordinateur portable, où votre travail est enregistré, il a décidé d'aller dormir. Il plante. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas j'appelle là, je viens prêter l'ordinateur, j'appelle Apple, Delvaso. Il n'y a pas. L'ordinateur, il est planté. Qu'est-ce que tu fais? Alors moi déjà je serais pas dans cette situation. J'ai 2 ordinateurs, j'ai besoin d'une sauvegarde. Non, c'est pas ça. Je serais pas la veille à 22 h en train de finir mon travail. Ça peut arriver. Avant, j'aurais pas su imprimer, j'aurais déjà ce qu'il faut. La première de classe. Admettons que ça m'arrive, je recommence. J'y passe la nuit. T'as pas entendu la question? Il n'y a plus d'argent. Il n'y a pas l'ordinateur. Je recommence. Qu'est-ce que tu recommences? Je prends une feuille et je refais tout. Mais tout ce que tu as travaillé depuis des semaines et des mois, il a un ordinateur. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je suis obligée, je fais avec mes moyens du bord. Je me rappelle en général. Elle bidouille. Non, mais je me rappelle de tout. Non, mais elle comprend pas le cerveau. Oui, je me rappelle de tout et je fais tout ce que je fais. Donc l'ordinateur, ça va. Ok. Deuxième réponse, comment vous vous appelez? Karen. Qu'est-ce que tu dis ta sœur? D'accord, donc tu n'avais pas le chiffre 1, avec le chiffre 5. Moi je panique. Tu paniques, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, dis-moi. Elle a fait son mari. Ta gueule! Pourquoi tu m'as pas changé d'ordinateur? Je t'avais dit. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends l'ordi, tu jettes par terre, tu casses? J'essaie de. Ouais, je m'énerve. Et Et après, j'essaie de faire une descente. Je me dis, bah, non, mais si t'as plus les données, comment tu fais? Je peux plus. Ta tête. Tu peux, c'est vraiment pas d'autre option. donc qu'est-ce que tu J'essaie fais? d'emprunter l'ordinateur de quelqu'un. Mais ton travail, il n'est pas là-bas, il est dans le tien. Oui, bah voilà, j'essaie de me souvenir. Non, mais après, c'est négocié dans le Moi, je- Ok. Moi aussi, je pose Moi, pas de moi, je dors. Tu dors, tu dis, qu'est-ce que Je me le lendemain, je vais voir la personne. Je dis, bah écoutez, je le refais pour dans une semaine. Qu'est-ce que ça change? tu fais? Ok. Quelqu'un d'autre? Ah, bah, je pense que. Hachem fait que tout se passe bien demain pour moi. Ah, si, ça se Comment passe. se sentirait dans une... J'ai pris un exemple, c'est vrai que cet exemple peut être multiplié par tellement d'autres situations. D'accord? Maintenant, si vous n'avez pas une capacité qui était utile dans cette circonstance, les situations pourraient potentiellement nous mettre en mode de crise, nous faisant sentir stressés. On ne va pas parler plus loin. La réalité de ne pas se voir la face, et des gens, face à une telle situation, sont totalement perdus. J'aurais pu prendre l'exemple que tu dois prendre le voyage demain, la semaine prochaine à midi, tu as un vol, tu es arrivé en temps et en heure, tu as pris des précautions, tu devais arriver au vol, et l'avion a décidé de partir 3 minutes avant toi. Tu arrives, tu vois l'avion décoller. Ah, bah, ça arrive souvent. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Tu as craché à l'avion. Qu'est-ce que tu fais? Moi j'ai tué l'hôtesse d'Air France. Hein? Une fois je suis resté bloqué comme ça au comptoir. J'étais en train de faire un call et devant moi vraiment ils ont fermé la porte. Et alors? Je m'en suis pris à l'hôtesse d'Air France. Ah oui. Quelqu'un vous connaissez? Fallait bien que je trouve quelqu'un. Et toi, on est l'avion, il a fait demi-tour. Non c'était fini après j'ai vu voilà j'ai Ça m'est ça arrivé. s'est passé. Et alors? On part en vacances à Biarritz pour l'anniversaire de ma Avec une femme qui n'est jamais stressée. Ouais, bah justement. On est dans le taxi, toute la famille. C'est horrible ce qui me fait vivre. Toute la famille dans le taxi. Tout va bien. Et on allait en France. On était à Paris, on allait en France. Donc pour moi, on a besoin de papier d'identité quand on circule en France. Je dis, tout va bien. Ah oui. Et donc, on arrive à l'aéroport. J'ai pas de passeport. J'ai rien. Donc, j'ai folle. L'annonce stressée. Putain, c'est pas ça. Dans le taxi, je vais pas à l'aéroport, on me dit, je lui dis, t'as bien ton passeport et ta carte d'identité. Je dis, non, mais il n'y a pas besoin. Je dis, si, il y a besoin. Non, on va voir, ça va se négocier pour toi. Ouais, c'est là, on dit, c'est vrai. On arrive au comptoir, on me dit, ça va pas. Je dis, bon. J'ai pris un mototaxi qui a grillé tous les feux à l'aller, tous les feux au retour. Je connaissais même plus mon code de carte bleue quand il fallait le payer, véridique. Le mec il a fait n'importe quoi. Donc je lui ai donné mon numéro. Je suis arrivé devant le comptoir. Là c'était fermé. Ça servait à rien. Et au final, comment? Le gate. La gate était fermée. Mais Mais bon, moi, hein. j'étais avec les 2 bébés. Ouais, tu devais. Et Ça allait ça. Et qu'est-ce que comment t'as Ah, réagi? mais ça allait s'arranger. Moi, je hurlais. Non, c'est pas la C'est la finie l'histoire. Non, en fait, rappelez-vous que c'est la Vous voulez pas évoquer avec toi? Attendez, l'histoire elle n'est pas finie.
Donc, Qui laisse ouvert. Non mais attends, thérapie de couple, c'est un prochain couple. C'est un prochain je suis très zen. Ma femme, elle devient folle, moi je suis zen. Je sais que ça C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, elle n'était pas stressée. Non, mais moi je sais que ça allait arriver. Je sais que Mais ça allait j'étais marcher. aussi en train de négocier avec, Et au final, avec les autres. la dame de la GEC, elle ne voulait pas me laisser rentrer. Non, mais ça, oui. Mais, Déborah, elle a Après, je suis allée dans l'avion. elle a parlé au pilote. Ah, mais non. Et le pilote a dit, Elle attend. Non. on ouvre la porte. Mais non. Et on est rentré, on est parti. Et j'ai vu mon fils marcher pour la première fois, parce qu'il a marché là-bas. C'est pas en plus. Magnifique. Énorme. Non, il fallait pas être stressé. C'est fort, hein. Ça s'appelle le couple Mais parfait. la question, c'est l'enfant n'est pas toujours Voilà. énervé en même temps. C'est vrai, hein. Ça, c'est Ou le mari ou la femme. Ouais. Imagine, C'est vrai, ça. imagine-toi C'est vrai, t'as raison. Imagine-toi une maison, C'est encore plus énervant. Mais il y en a toujours un qui fait le malin en disant sois pas stressé. C'est vrai ça. Après, c'est quoi cette fréquence que je lui dis on a plein et après, il serait bien que. Exactement, ça peut arriver dans la vie aussi, chers amis, etc. Nous avons tous une destinée spécifique dans la vie. Chers amis, notre caractère est constitué de traits fixes, de forces et de faiblesses. Et heureusement que nous avons plus d'une capacité. Mais quelles que soient les capacités que nous avons, elles semblent être figées. Nous traversons la vie en faisant l'expérience de toutes sortes de choses, armés de ce répertoire limité de capacités, ou de manque de capacités. Lorsque nous pensons avoir les capacités nécessaires pour gérer une circonstance donnée, nous nous sentirons probablement contents et optimistes. Lorsque nous sommes confrontés à des circonstances pour lesquelles nous ne pensons pas avoir les bons outils, nous pouvons nous sentir dépassés, tristes, en colère ou stressés, comme dans le cas que je viens de mentionner. Si on réfléchit à nouveau à un scénario que je viens de discuter, pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti dépassé, triste ou en colère. À quoi ressemblaient ces sentiments? Vous vous êtes probablement senti impuissant et le problème vous semblait trop grand pour que vous puissiez le résoudre avec les ressources que vous disposez. Comme avec le test, j'espère qu'elle est encore en bonne santé, qu'elle n'est pas tombée à l'hôpital. Vous vous sentiez bloqué. Peut-être n'avez-vous pas assez de temps ou d'argent, ou peut-être n'avez jamais été confronté à cela auparavant. Peut-être n'avez-vous pas de téléphone ou moyen de transport, ou pièce d'identité. Peut-être vous n'avez pas une personne vers qui vous tournez pour obtenir de l'aide, ou vous ne savez pas comment annuler les effets d'une erreur que vous avez commise. Vous vous sentez pris au piège dans le problème, incapable de voir une solution, et donc le stress continue de s'accumuler. Dans ce cours ce soir, on va apprendre comment nous débloquer de n'importe quelle situation. Nous n'avons pas tous chaque capacité nécessaire pour faire face à chaque circonstance. Mais il y a quelque chose que nous pouvons apprendre à faire pour gérer ces sources de stress et surmonter nos défis. Ça s'appelle la résilience. Point numéro 2. Compétence face au trait de caractère. Un trait et une compétence. Quelle est la différence? Ça, c'est pour M. le rabbin. Comment tu t'appelles? Ciné. Ciné. Quelle est la différence entre un trait et une compétence? Je sais pas pourquoi. C'est un trait de caractère. Hugues, c'est pas un trait qu'on met sur le nez. Trait de caractère et une compétence. Si tu me dis, quelle est la différence entre les deux? Un trait de caractère, c'est quelque chose de plus défini qu'une compétence. Je dirais, une compétence, ça peut se développer. Et tandis qu'un trait de caractère, c'est plus peut-être quelque chose d'inné. C'est ça, c'est la différence. C'est qui ta femme? Elle est à la maison. Elle est malade. Ok. Comment vous vous appelez? Lara, pas Claude. D'accord. Qu'est-ce que tu dis toi? Moi, je dis c'est l'inné et l'acquis. L'inné et l'acquis. Donne-moi un peu plus, une définition un peu plus détaillée. Le caractère, on met avec, on cultive, on fait évoluer au fur et à mesure de la vie. La compétence, ça s'acquiert par le. Qu'est-ce qui est mieux d'avoir dans la vie? Un trait de caractère ou une compétence? Réfléchis avant de répondre. Si la théorie est la bonne, un trait de caractère, parce que la compétence peut s'acquérir. Donc on va à tout moment apprendre, on peut chercher une compétence qu'on n'avait pas au démarrage. Donc c'est mieux avoir un trait de caractère. Ok. Qui dit le contraire? Moi, je dis qu'il vaut mieux miser sur les compétences que sur le trait de caractère qui est plus difficile Combien à tu changer. paries? Combien je? Combien tu paries? Combien je parie? T'as dit qu'il faut mieux miser, donc c'est combien tu paries? Non, mais dans le sens. Les gars, il y a avoir mis depuis pas longtemps. Fais attention. Alors? Non, mais si un trait de caractère, c'est un état. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à changer. Qualité, on est d'accord, c'est pour la même qualité. Ça peut être des choses différentes. Est-ce que le trait de caractère vs la compétence, il y a pas. La compétence, c'est quelque chose que tu fais dans l'action,
Et le trait de caractère. Dans tout, tout de suite, on va prendre des exemples. Qui est, pas forcément dans l'action. Pas forcément dans l'action. C'est souvent la compétence, elle est souvent issue de ton caractère. Non. Compétence, c'est issue de ton caractère. Non, mais par exemple, être heureux, c'est pas une compétence. Quel niveau? Compétence issue du trait de caractère. C'est du français. C'est ça. Je vous dis qu'on se connaît depuis longtemps, j'aurais pas fait ça à quelqu'un d'autre. J'ai pas voulu, on reste amis. J'ai une question. On reste amis. Je vous donne un exemple. Par exemple, savoir jouer au foot, par exemple. On acquiert cette compétence, mais c'est pas un trait de caractère. Enfin, ou être heureux. On va rentrer dans les détails. Être heureux, c'est un trait de caractère, mais c'est pas une compétence. C'est ça que je veux dire. c'est l'action et le passif. Alors, et toi, tu dis, entre le choix, si je te demande où miser, comme elle a dit, entre un trait de caractère et une compétence, qu'est-ce que tu choisis? Attends, mais je sais pas parce que les deux ils sont liés pour moi. Les deux sont liés. C'est exactement la même chose? C'est lié. Parce qu'en fait, pour moi, par exemple, si je me prends moi, mon trait de caractère, c'est que j'arrive à écouter, mais ça me donne une compétence parce que du coup, c'est aussi l'écoute. Okay. Est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose les deux, sauf qu'il y en a un qui a l'orgueil, l'autre qui a l'orgueil? Pas du tout. Mais si vous avez la compétence qui est de je lâche rien dans la vie, par exemple. Oui. J'ai un trait de caractère qui est de rien lâcher. Ce qui n'est pas mon cas. Et c'est-à-dire, tu avais dit que ce n'est pas une compétence, c'est un trait de Un caractère. trait de caractère. Mais ça amène ça peut amener à des compétences de persévérer et d'arriver à jouer bien. Alors, est-ce qu'on est d'accord que trait de caractère et compétence, ce sont deux choses qui sont totalement différentes? Bah oui. Mais un trait de caractère, ça évolue, ça se change. C'est dur, mais ça se change. Alors, reprenons la phrase au préalable. Un trait de caractère est inné. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Oui, ça c'est là. Ouais, c'est moi. C'est toi, d'accord? Alors que les compétences peuvent être apprises. Maintenant, regardons dans les détails. On va voir ensemble plusieurs notions. Quelle est la différence quand on dit entre un trait de caractère et une compétence? Un trait de caractère, c'est une caractéristique avec laquelle une personne naît. Par exemple, l'apparence physique, les yeux marrons, 1,63 m de taille, cheveux roux, etc., etc. L'oreille absolue, le score de QI et le talent artistique. Ça, c'est ce qu'on appelle un trait de caractère. Tous ces éléments sont hérités. Ce ne sont pas des caractéristiques que l'on peut désapprendre ou oublier. Quoique aujourd'hui, on peut changer la couleur des yeux, changer la couleur des cheveux, changer même d'autres choses. Tout à l'heure, j'étais voir quelqu'un il me disait pour une bar mitzvah, et voir homme, femme, j'ai dit aujourd'hui, il faut faire attention comment on parle, il faut mieux que le nom X et L, on va savoir pas. Une personne montre une capacité pour ces choses dès un jeune âge, ou d'une manière plus avancée que ses pairs. Les traits nous sont donnés, les traits de caractère, et nous en avons tous plusieurs. Il n'y a pas une personne qui n'a pas de traits de caractère. Si je vous demande d'écrire, vous dans la tête, 3 traits de caractère que vous avez, la liste pourrait ressembler à ça. Vous pouvez énumérer un trait physique, un trait de personnalité et un talent. Par exemple, je suis grand, drôle et musical. Trait de caractère. C'est quoi une compétence? Une compétence, c'est la capacité à faire quelque chose d'une manière spécifique pour obtenir des résultats spécifiques. Bien qu'il soit agréable d'avoir un talent inné dans un domaine spécifique, les compétences ont leurs propres avantages. À ce stade, nous sommes pour l'instant d'accord qu'un trait de caractère et une compétence, ce sont deux choses totalement différentes. Donc je suis en désaccord avec toi. J'ai bien vu, à ce stade, t'as quand même dit. À ce stade. Attends, Non, on va finir la suite. Le premier avantage d'une compétence, c'est que c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Vous pouvez apprendre à jouer de la guitare, à être excellent au tennis, au paddle, utiliser Photoshop, coder, être ponctuel, être plus responsable. Tout ça, c'est des compétences. Levez la main pour partager quelque chose que vous aimeriez partager, faire le tour de table. Mais rappelez-vous que si c'est une compétence, par définition, ça doit être apprenable, en bon français. C'est quelque chose qu'il faut forcément apprendre. Ce n'est pas inné. Ça, c'est le premier avantage d'une compétence. Et le deuxième avantage d'une compétence, c'est que ce n'est pas quelque chose que vous essayez d'apprendre une fois et que vous maîtrisez ou échouez. Au contraire, c'est quelque chose qui a des étapes définies et nécessite beaucoup de pratique. Au début, on peut ne pas être bon. Mais plus on pratique, mieux on devient. En ce qui concerne les compétences, la pratique fait toujours progresser. Ça, c'est le point numéro 1. Trait de caractère vs compétence. Maintenant, arrivons au point numéro 2. Laquelle est la plus précieuse? Qu'est-ce qui est plus précieux dans la vie? D'avoir une compétence ou d'avoir un trait de caractère? Ou j'allais dire, si on rentre plus dans les détails, quelle compétence est la plus précieuse que quelqu'un peut avoir dans la vie? Est-ce que ça c'est clair?
Non, mais je suis là, je te suis. Quelle est la compétence la plus précieuse qu'une personne pourrait avoir dans la vie? Apprendre. Rapide. Quelle est la compétence la plus importante? Je dirais facile, la résilience. Compétence, la patience, La résilience. Non, je demande quelle est la compétence la plus précieuse. Et dans l'absolu, une compétence dans l'absolu. Dans l'absolu, la meilleure. Quand je te demande aujourd'hui, sur un instant, quelle est la compétence la plus précieuse qu'une personne peut avoir? L'humilité. L'humilité. Toi, qu'est-ce que tu dis? L'humilité, c'est une compétence. j'ai dit la patience, mais je suis patience. Patience. C'est un trait de caractère. Même chose, qu'est-ce que tu dis? Je suis pas d'accord avec mon mari. T'as pas ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. Mais non, c'est quoi? C'est capacité de mémoire. Capacité de mémoire. Tu rentres ici sur une ligne très fine. Est-ce que c'est une compétence? Ça se développe aussi, ça se développe la mémoire. Ça se développe. Ça se développe. Mais les gens, c'est inné chez eux. Oui, les gens qui sont nés avec une mémoire photographique. Tu parles en gros des gens qui sont nés avec Oui, une mais mémoire ça se travaille, ça se travaille. Bien sûr, ça se travaille, mais c'est pas la même chose que quelqu'un qui laisse ça inné. C'est vrai. Mais en tout cas, tu dis la mémoire, d'accord. Comment tu t'appelles? Maxime. Maxime. T'as pas entendu jusqu'à maintenant? Tu pensais l'échapper, je vais pas l'échapper. Laissez parler ma femme. Non, mais t'as pas à la parler, vas-y. Compétence la plus précieuse. Faculté de s'adapter. Faculté de s'adapter. Ça, c'est déjà du haut niveau. Vas-y. Il a déjà dit. Moi, non, je dis l'humilité, mais pourquoi? Parce que ça permet ensuite d'apprendre. Ça permet d'apprendre. C'est important. Par exemple, pour un médecin ou un chercheur, d'être très fort dans la recherche pour trouver des solutions contre des maladies, des choses comme ça. Donc ça, c'est quoi? C'est la plus belle compétence qu'il peut avoir. Compétence, ouais, mais il y en a dans tous les domaines. Mais... Ok. À côté? Apprendre. Apprendre. La faculté d'être heureux. La faculté d'être heureux. Ouais. Ça, C'est pas inné, ça. Je veux dire que c'est pas inné. Il y a des gens qui sont innés, qui sont sortis du monde de leur vie en dansant et dansent toute leur vie pour n'importe quelle raison. On la connaît. C'est de l'optimisme, c'est pas pareil. Oui, mais c'est des gens qui sont joyeux de nature. Ouais. Maintenant, bien sûr que c'est quelque chose qui peut être aussi une compétence. Oui. L'adaptabilité. L'adaptabilité. Essayer de voir toujours le bien dans l'autre. Dans l'autre. T'as mal fini. Comment? T'as mal fini. Pourquoi? Non. Chez son prochain. C'est-à-dire que... Essayer de voir le bien, ça aurait suffi. D'accord. Pour l'autre. Parle de soi aussi. Mais c'est bien. C'est moi, j'ai pas un tableau derrière pour noter chacun. La suite. Moi, j'avais la même réponse que madame. Oui, bien sûr, encore une. Vas-y. Moi, j'avais la même réponse que madame, savoir être heureux. Savoir être heureux. Ouais. Ok. Bah, moi, c'est plutôt être le meilleur dans son domaine. Ouais, comme là, en recherche, par exemple. D'accord. La persévérance. Persévérance. La capacité infinie d'apprendre. Moi j'en ai trop, mais bien sûr, c'est pas que Elle en a trois, c'est pas que la choisir. Ok. Néanmoins, il y a un truc important. Oui. Moi, je pense que la compétence, potentiellement, ça peut être plus important qu'un trait de caractère, par exemple. Un docteur, donc il a un savoir, et si un jour il doit partir de quelque part, si un jour il est chassé, cette compétence, il faudra toujours l'exercer partout, donc il pourra s'en sortir. Pas sûr. Moi, je Vas-y, quoi? C'est un docteur. Moi, ce que j'aime, une compétence, c'est d'être bien à chaque Oui, moment. mais soigner quelqu'un, c'est pas Ce qui dérange dans toutes vos réponses, c'est que depuis quelques minutes, tu vois combien on parle sur la résilience. Et pas qu'une Et s'il y en personne. a qui a dit Bah, ça, il y a La résilience est la compétence la plus précieuse pour prédire le succès et le bonheur. Mais si on voulait te vernifier, sinon c'est trop facile. On sait que c'est la résilience. Et la persévérance, c'est lié. On va y arriver. Alors, quelle compétence et quel trait est le plus précieux à avoir? Quelle compétence ou quel trait de caractère peut nous aider à gérer les situations de la vie dans n'importe quelle situation? D'accord? En amour. Maintenant, regardons ce que dit la science. On a pas mal de scientifiques parmi nous. Regardez la science. Virginie, ça c'est pour toi. La résilience, écoutez bien, la résilience nous dit, elle est sans doute la compétence la plus précieuse à apprendre pour quiconque, car la vie inclut inévitablement des adversités, des tracas quotidiens au revers de vie majeure. Mais si vous avez de la résilience, vous pouvez surmonter presque tout ce qui se met au travers de votre chemin. La science suivante. Plus que le niveau d'éducation, de formation, d'expérience,
Le niveau de résilience d'une personne est ce qui détermine si elle réussira ou échouera. Les personnes résilientes sont 2 fois moins susceptibles de subir un stress significatif ou un épuisement professionnel et 5 fois plus susceptibles d'avoir une santé physique bonne ou même excellente. Et sont significativement plus susceptibles de réussir au travail, d'avoir des relations épanouissantes et amoureuses, d'élever des enfants en bonne santé, heureux et réussis. Attends. Ça peut être très fatigant d'être résilient. J'ai pas entendu. Ça peut être très fatigant d'être résilient. J'ai pas fini. On va voir comment. Ok. Maintenant, j'ai dit, qu'est-ce que la science te dit sur cette compétence? T'es considéré comme la meilleure. J'ai noté la source. Ça fait, je sais pas combien de temps qu'il travaille sur ses cours alors. Mais je vais envoyer les sources à la fin, il n'y a aucun souci. Mais dans ce cours, on va nous apprendre justement la compétence de la résilience, qui est une compétence. Peu importe si on a naturellement de la résilience ou non, on doit se rappeler que la résilience est une compétence. Ça signifie que c'est quelque chose que nous pouvons apprendre, pratiquer et maîtriser. Alors justement, rentrons dans les détails. C'est quoi la résilience? Quelle est la définition de résilience? La réponse, la résilience est le processus d'adaptation, que certains ont mentionné ici, face à l'adversité, au traumatisme, aux tragédies et aux menaces. Quand je dis qu'est-ce que la résilience, comment vous définiriez cette compétence? L'Association américaine de psychologie définit la résilience au niveau individuel comme le processus d'adaptation face à l'adversité, le traumatisme, la tragédie et les menaces. Ça inclut également la gestion du stress significatif causé par des relations problématiques et toxiques, tant à la maison qu'au travail, et cela comprend la capacité de rebondir après des expériences difficiles. En d'autres termes, la résilience, c'est la mesure et la façon dont vous gérez les circonstances difficiles. Et bien sûr, c'est un outil qu'on peut utiliser pour faire face à n'importe quel défi. Alors regardons qu'est-ce qu'on peut faire avec la résilience et comment l'acquérir. Tout d'abord, la résilience comme capacité de rebondir. La résilience, c'est d'abord le point numéro 1 de savoir rebondir face et après l'adversité. Qu'est-ce que la résilience? Prenons un œuf cru. Je n'ai pas voulu le faire dans la maison parce que je sais que par terre. Et tu veux le jeter sur une assiette ou une assiette en plastique. Maintenant, si tu laisses tomber l'œuf et parallèlement tu laisses tomber une balle, l'œuf cru, une fois qu'il est tombé par terre, qu'est-ce qui se passe? Il s'écrase et c'est fini. Si tu prends une balle rebondissante sur le parterre et tu la lances, qu'est-ce qui se passe? Elle rebondit. Ces deux objets ronds ont été lancés avec la même force contre le même sol dur. Seul l'un d'eux s'est fissuré. Pourquoi? Il était pas résilient. Pourquoi? Donne-moi la réponse. Quelle différence entre les deux? Non, c'est la structure, la matière, la structure de l'objet. Ça, c'est niveau 1. Un morceau un peu plus élevé. Pourquoi? Lorsque l'œuf a heurté une surface dure, il s'est fissuré et a fait un désordre. En revanche, lorsque la balle a frappé la surface dure, elle a rebondi vers le haut. La balle, ça illustre l'idée de la résilience. La résilience, en 2 mots, c'est la capacité de rebondir après une rencontre avec quelque chose de dur, qui veut dire l'adversité. Alors maintenant, quand je dis une question qui est demandée dans le Midrash, quel est le plus fort? Le tronc d'un arbre épais et haut ou un roseau? Un roseau. Un roseau. Pourquoi? Il est flexible, enfin, on va bol de... J'ai demandé quel est le plus fort. Bah oui, le roseau. Il se relève toujours, le roseau. D'une part, l'arbre il est plus ferme, il est moins souple et plus difficile à renverser. Mais il y a un avantage au roseau par rapport à l'arbre. Voyons ce que le Midrash nous dit sur chacun d'entre nous. Midrash de la Vod de Rabbi Nathan, chapitre 41 à la source pour monsieur. Rabbi Shimon se rendit dans une grande salle d'études et enseigna la phrase suivante. Une personne doit toujours être souple comme un roseau et non rigide comme un cèdre. Car le roseau, lorsque tous les vents viennent et soufflent contre lui, il se déplace dans leur direction. Mais lorsque les vents se calment, le roseau retourne à sa place. Mais le cèdre ne reste pas en place. Lorsque le vent du sud vient et souffle contre lui, il arrache l'arbre et le renverse. Que se passe-t-il alors avec le cèdre? Les bûcherons arrivent et le coupent, l'utilisent pour construire des maisons et jettent le reste dans le feu. Et c'est pourquoi ils disent, une personne doit toujours être souple comme un roseau et non rigide comme un cèdre. Alors,
Quelles qualités rendent le roseau plus fort que l'arbre? Et pour ça, on a une définition contre l'autre. Plier ou casser. Tout comme la balle en caoutchouc qu'on a vu tout à l'heure, un roseau il est flexible à la capacité de rebondir face à l'adversité. Dans nos vies, il y a des vents qui menacent de nous renverser, des circonstances ou des personnes qui nous mettent au défi. Rappelez-moi après l'histoire que je vais raconter d'hier soir. Quand on prend un moment, on ferme les yeux et on pense à un exemple d'un tel vent dans notre vie. Il pourrait s'agir d'un moment où vous avez perdu quelqu'un ou quelque chose d'important dans votre vie. Un moment où vous avez échoué à quelque chose qui vous était important. Une grave maladie soudainement découverte. Un moment où vous êtes senti honteux ou embarrassé en public comme ce soir. Maintenant, quand on ouvre les yeux et on pense avec une grande respiration, on reconnaît que heureusement nous sommes ici, nous sommes tous présents et tout va bien. Mais quand on pense à ce qui nous a fait rebondir, pour être là où on est maintenant, si vous vous sentez à l'aise pour partager avec grand plaisir, mais on sait très bien que le fait de parfois se dire, la situation dans laquelle j'étais, je me sentais, va savoir ce qui va se passer. Et parfois, ça peut être, je me suis concentré sur l'avenir. J'ai demandé du soutien à des proches ou des amis, où j'ai pris le temps pour mieux prendre soin de moi. Ça a fait que j'ai pu rebondir face à cette adversité. Alors, ici j'ai une histoire avec des amis proches. Combien dans la vie en tant que shliach, en tant que dirigeant du Betrabat 77 depuis 22 ans, je vais vous dire, j'ai des histoires de tous les jours. Mais des histoires que je peux partager personnellement, c'est sans fin. Des fois, tu es face à un défi, tu te dis, mais ça va pas marcher. Tu te dis, papa va pas réussir. Pour mille et une raisons. Et des fois, tu es confronté à des situations que tu penses que tu ne pourras pas gérer. Il faut avouer la réalité. On ne peut pas tout gérer. Et parfois, nous sommes petits face à un problème qu'on ne peut pas gérer. Mais la situation, elle est, qu'est-ce que je fais avec ce problème? On va tout de suite voir la raison. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'exemple qu'on a pris d'Abraham Lincoln. Lincoln, c'est un exemple qui est parfait pour quelqu'un qui a fait preuve de ce type de résilience. Alors que nous le connaissons comme un président révolutionnaire, on sait à quoi ressemblait son parcours jusqu'à qu'il est devenu président. C'est un exemple remarquable de résilience. Malgré les nombreux revers et échecs qu'il a rencontrés tout au long de sa vie, il a persévéré, et on a parlé de ça, de persévérance tout à l'heure, et il a finalement réussi. Résumé de son parcours pour le trouver sur Internet, pas besoin de passer le temps dessus. Malgré les nombreux échecs et revers auxquels il a été confronté, il a continué à persévérer. Finalement, il est devenu l'un des présidents les plus vénérés de l'histoire américaine. Son histoire témoigne du pouvoir de la résilience et de la détermination face à l'adversité. Manifestement, les circonstances de la vie d'Abraham Lincoln n'ont pas préparé à un succès automatique. Ce n'était pas inné. Mais face aux nombreux défis qui se sont présentés à lui, il a rebondi et c'est finalement ce qui l'a conduit à ses grandes réalisations. On vient de voir pourquoi avoir la résilience, qu'est-ce que la résilience, et pourquoi la résilience est là pour nous aider à rebondir. Mais il y a un troisième point, quand on a la résilience, qui ne nous fait pas seulement rebondir face à l'adversité, mais elle consiste également à grandir à partir de l'adversité. Alors que la résilience implique de rebondir après une circonstance difficile plutôt que d'être brisé, ce n'est pas la seule chose que nous sommes capables de faire lorsque nous sommes confrontés à un défi. Il y a un autre niveau de résilience qu'on peut atteindre. Nous trouvons ce niveau de résilience discuté dans le Zohar. Le Zohar demande la fameuse question. Si Dieu sait tout, pourquoi Dieu il a eu besoin de mettre Abraham à l'épreuve? 10 épreuves que Dieu a envoyées à Abraham. Dieu ne connaissait pas déjà le résultat, qu'il allait amener son fils en sacrifice, même si ça n'a pas été fait, etc., etc. Et le Zohar, il explique que Nissa qui vient du mot Nissayod, qui veut dire une épreuve, qui veut dire un test, ça signifie aussi élever. Mais ça arrive aussi élever la personne, en expliquant que Dieu met les justes à l'épreuve uniquement pour les élever à une grandeur. Donc le prochain niveau de résilience, c'est de devenir plus grand à cause de nos défis. Pensons à David. Le roi David. Quelqu'un s'appelle David ici? T'as entendu parler du roi David? Hein? Oui? Mais il m'a fait un cours sur le cours de tennis sur le roi David. D'accord. L'une des figures la plus connues de l'histoire du peuple juif. Comment ça a commencé son histoire? Quelqu'un connaît son début? Quelqu'un connaît l'histoire du roi David? On parle un public judaïque, juif. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, quelque chose? Le roi David. David et Goliath. Ben, bravo. Comment a commencé sa vie? Lorsque Samuel est venu oindre David comme roi, David était introuvable. Il est relégué aux champs arrière. Selon le Midrash, David était un paria et un échec aux yeux de sa propre famille, au point qu'ils ont conspiré de le tuer afin de réduire la honte qu'ils pensaient qu'il apportait au nom de la famille.
le roi David. Plus petit des enfants d'Ishaï. Le Midrash explique que David parlait de lui-même lorsqu'il écrit dans les psaumes qu'on dit à chaque fois qu'on lit le Hallel, psaume 118, verset 22, Even Maasu Abonim Aïta le Rosh Pina. La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. Et au final, le judaïsme soutient que Dieu, il est l'architecte des moindres détails de notre vie. Lorsque on est confronté à un défi, c'est la manière de Dieu de dire, tu peux devenir grand. La résilience consiste à vivre à travers les défis et chercher les opportunités qui se cachent dans les défis. Il s'agit de chercher des leçons et des moyens de grandir à partir de ces circonstances. Cela peut signifier découvrir une nouvelle manière de faire quelque chose, ou arriver à une meilleure compréhension de soi ou des autres. Et je peux vous dire que parfois, dans des cas de défis difficiles, une personne fait du nettoyage autour de lui et commence à réaliser qui sont vraiment proches de lui, qui sont ceux qui s'inquiètent sincèrement de lui, et qui sont ceux qui s'inquiètent, comme aujourd'hui les copains qu'on a sur Facebook, Instagram et TikTok, et que le jour où quelqu'un a vraiment besoin de quoi que ce soit, il n'y a plus personne. Gérer simplement les crises ou le stress et rebondir pour continuer, c'est une démonstration de votre résilience. Mais il y a des moments où ça existe un deuxième niveau de résilience qui peut être atteint. Il s'agit de la résilience qui s'appelle encore meilleur qu'avant. Nous grandissons et changeons à travers chaque circonstance de la vie. Parfois, nous pouvons utiliser les épreuves elles-mêmes pour devenir plus forts, plus heureux et meilleurs dans quelque chose. Que ce soit un étudiant universitaire, vivant loin de chez lui pour la première fois et poussé à apprendre à cuisiner. Un adolescent fait un mauvais choix de dépenses et tire une leçon précieuse sur l'argent. Un étudiant est placé dans la classe de soutien et rencontre quelqu'un qui devient son ami pour la vie. Est-ce que quelqu'un ici veut partager une expérience de qu'est-ce que ça veut dire une résilience avec laquelle, grâce à ça, il est devenu encore mieux qu'avant? Ne levez pas tous les mains à la fois. Tout le monde. Tiens, tout le monde. Et vous savez c'est quoi cette image? L'image, là. Comment on appelle le test? Un test de l'ophtalmo. L'image, vous avez jamais vu c'est quoi cette image? Personne ne voit, c'est trop petit. Une démonstration visuelle de cet aspect de la résilience peut être trouvée dans le monde de l'art. Il y a une forme d'art japonais qui crée de magnifiques poteries à partir de morceaux cassés. Cette forme d'art s'appelle le kintsugi. Kintsugi, ce qui signifie littéralement jointure dorée. Voici des exemples, comme je viens de vous montrer, c'est des morceaux cassés, qui sont que là, on peut le voir partout, et qui font de vrais morceaux d'art, que ce soit des tasses, des couverts, des assiettes, etc. Chacune de ces pièces est fabriquée à partir d'un bol ou d'une assiette cassée ou fissurée. Ces morceaux cassés ont été réparés en les remplissant d'une pâte d'or et d'autres matériaux pour les rendre encore plus beaux qu'ils n'étaient avant d'être cassés. Comment définir la résilience? Comment définir la résilience et comment pensez-vous que l'apprentissage des compétences en résilience peut vous bénéficier? Récapitulons ce qu'on a vu ce soir ensemble. Premièrement, la vie peut être stressante lorsque nous avons l'impression de ne pas avoir les ressources pour faire face à nos défis. Numéro 2, il existe des compétences que nous pouvons apprendre qui nous aideront à surmonter le stress et les défis de la vie. La compétence que nous apprenons ce soir, c'est la résilience. La résilience est un prédicteur avéré d'une meilleure santé, d'un plus grand succès au travail et d'une satisfaction accrue dans la vie. Quatrièmement, la résilience est la capacité à surmonter, rebondir, voire grandir face à l'adversité. Et enfin, nous pouvons apprendre ces compétences réelles et nous pouvons tous nous aider à devenir et être plus résilients. Donc si on veut conclure, ce n'est pas quelque chose c'est incapable, impossible, on ne peut pas le faire. Nous avons tous cette capacité de pouvoir le mettre en place. À nous de décider, comme on a vu dans la première partie du cours ce soir, que Jérémie t'ait dit dans n'importe quelle situation dans laquelle tu te trouves. Tu as le devoir de venir et te dire, si Dieu m'a placé dans une telle situation, Dieu il m'a donné les forces pour surmonter cette épreuve. À moi de choisir que faire de cette situation. Ou de choisir de devenir ce qu'on appelle un funérail, il a vu tout à l'heure, avec le Mordechai, les trois feux, les trois doigts, ou bien d'avoir un real fun, d'avoir vraiment de la joie, d'avoir un vrai plaisir. C'est à moi de décider qu'est-ce que je fais avec cette situation. Et pour ça, on revient à ce que la Mishnah nous dit. Ce n'est pas seulement suffisant d'avoir ce qu'on appelle la Selech Harav, d'avoir un maître, d'avoir quelqu'un avec qui on peut demander de l'aide et du guide, mais on a le devoir d'avoir un ami fidèle.
d'avoir des gens proches sur qui on peut s'appuyer réellement. Et un ami fidèle en général, il n'a pas besoin qu'on lui dise qu'est-ce que l'autre a besoin. Il ressent lui-même quels sont les besoins de l'autre et il peut agir dans n'importe quelle circonstance. Peut-être tu vas nous dire, mais comment on devient résilient? Donc tu dis déjà d'avoir conscience que Hachem nous a mis cette épreuve-là et qu'on va pouvoir la surmonter, parce que toutes les épreuves se surmontent. Ok, mais... Donc ce que tu viens de dire, il y a plusieurs erreurs. Plus en avant. Comment ce que tu viens de dire, il y a plusieurs erreurs. Je reprends ce que tu viens de dire. Hachem nous a mis dans cette circonstance, j'ai juste dit tout à l'heure, et que c'est une épreuve et qu'on va se montrer. Et moi je te dis, pourquoi d'abord parler d'une épreuve? Je parlais avec quelqu'un vendredi. Je vais raconter des histoires personnelles, parce que personne ne veut partager. Après, chacun partagera sa vie, pourquoi pas. On a toute la nuit, de toute façon. Les enfants, ils dorment. Je parlais avec quelqu'un vendredi. La semaine dernière, je m'occupe de Keren Esther. On s'occupe pour les shluchim qui sont malheureusement avec des cas de tragédie, etc. La semaine dernière, on a perdu 2 jeunes shluchim. Une femme de 28 ans qui a eu ce qu'on appelle un empoisonnement de la grossesse, 5e mois. Elle a perdu son enfant et au final, elle est décédée. C'est des choses qui arrivent. Quand on a la chance d'avoir un enfant en bonne santé, comme je viens d'avoir une petite fille. Une petite fille. Je pense, voilà, c'est pas que ma femme elle a couché, elle est là. La fille de Mouchki, elle a couché une petite fille. En venant ici, il y a une demi-heure, elle est choucrate de la sa deuxième fille. Non, en arrivant sur la route, on nous a appelé, j'ai dit, attends, j'ai dit, je rentre en cours, je ne peux pas parler. Après le cours, on parle. Vous êtes son père. C'était la 5e fois, j'ai pas l'heure. Vous avez un peu de bourrage. Jusqu'à maintenant, j'attendais qu'il propose. Mais non. Je dis, quand Dieu nous donne la chance d'avoir un enfant en bonne santé, combien on doit être redevable? Combien on a le devoir de dire merci Dieu? Je raconte cette histoire avec cette shlucha qui malheureusement est décédée parce qu'elle est en Ukraine, elle s'en mal occupée, peu importe. Le fait est qu'elle est partie avec elle. De l'autre côté du monde, à Toronto, un HDR de 32 ans, qui pareil, il avait un cancer depuis 1 an et demi, il est décédé. Les deux, ils ont laissé 4 enfants orphelins. C'est une situation catastrophique. Malheureusement, j'en connais tous les semaines, tous les jours. Quand on parle d'Israël, on va voir tout de suite le film. Tous les jours, ça fait mal au cœur. Quand tout à l'heure, en arrivant, encore un soldat qui est décédé de l'attaque qu'il y a eu il y a 2 jours avec les roquettes qui ont été lancées. Il y en a un qui a été décédé et lui, c'est grave, un qui est décédé. Quelqu'un, il voit cette nouvelle et il devient parfois abasourdi. Se dit, alors, je parlais à quelqu'un vendredi, il m'a dit, mais c'est tous les jours avec des mauvaises. On n'entend que ça. Heureusement, je n'ai pas un Uzi ou un M16 sur moi. Je lui dis, t'as pas honte de parler comme ça? C'était quelqu'un d'âgé. Je lui dis, on n'entend que ça. Comment tu parles? Il dit, oui, mais on n'entend que des mauvaises nouvelles. Je vais d'abord qui t'a demandé d'écouter les nouvelles, ça c'est un. Au même moment, il y a eu ces 2 jeunes qui nous ont quittés, et ça fait mal au cœur pour la famille. Encore une fois, c'est un fait, ça s'est passé. Au même moment, il y a eu des centaines de milliers de naissances, de mariages. Comment tu dire on n'entend que ça? La tendance humaine est de vouloir toujours se focaliser sur ce qui ne va pas. Se focaliser sur le point noir. On a parlé de sa Shabbat hier, Parashat Tzav. La Torah nous dit qu'un des sacrifices primordiaux qu'on devait amener tous les jours dans les temps, c'était le sacrifice Korban Toda. Toda qui veut dire merci. Oui, le peuple juif, celui qui a reçu le titre la semaine dernière, on est schizophrène du remerciement. J'ai envoyé à tout le monde, on est fou furieux. La première phrase qu'on dit le matin, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire moderni? Traduis-moi. Je te remercie. Tu dors déjà. Je sais pas. Traduis-moi. Pas toute la phrase que tu viens de dire. Modéani, c'est je te remercie. Quelqu'un veut traduire? Je sais pas. Moi, je croyais qu'on remercie, nous avons rendu l'âme. Traduis-moi les mots. C'est simple. Je ne vois pas une question, je ne vois pas un QI 50. Simple. ChatGPT. Non, ChatGPT, vas-y. Traduisez-moi les 2 mots. Ça veut dire c'est quoi ces 2 mots? Qu'est-ce que tu dis toi? Je te remercie. Je te remercie. Merci de m'avoir. Traduisez. Je remercie. Personne ne parle qui va pas. Annie. Mais c'est pas trouver des solutions. Il y a Le premier mot c'est quoi? Moda. La mode des Arabes. Ben non, si, Moda. Je rends grâce. Si, pour la femme, c'est. Alors je vous réponds. Modéani veut dire remercie je. Oui, mais attendez, vous ne répondez pas Moda pour la femme. Non, j'ai demandé la même chose. Ah oui, bon, ok, c'est à l'envers, c'est ça que vous voulez dire. Voilà quelqu'un qui réfléchit. Voilà quelqu'un qui réfléchit. Comment ça se fait qu'on dit remercie je? En français, quelqu'un qui dit remercie je, c'est pas sorti de l'hôpital psychiatrique. Quelqu'un qui dit remercie je. Tu veux rien dire remercie je. Quelqu'un normal, il dit je remercie. Annie modé. Pourquoi on commence avec à l'envers? Pourquoi on commence modé Annie? Pour que le premier mot soit remercie. Il n'y a pas de jeu d'abord. Il est docteur. Je ne veux pas ici à l'avant. Je ne veux pas ici à l'avant. Il y a d'abord
Le fait de premier mot qui sort de ma bouche, c'est d'abord je remercie. Oui, je suis revenu sur terre, oui, je suis présent, je suis sur 2 pieds. Je dois un devoir de dire merci. Et ce n'est pas quelque chose à prendre comme un dû. C'est quelque chose que, c'est un travail sur soi. Demandez la question, c'est un travail sur soi. Travail sur soi du fait que je dois accepter le fait que je suis revenu sur terre ce matin, c'est pas normal. Et le fait que je suis revenu sur terre, je suis redevable, pas seulement je suis redevable, j'ai un devoir d'être reconnaissant, c'est pour ça que la Torah vient te dire je remercie. C'est pas seulement le premier mot qu'on dit le matin. Le premier mot de la prière, c'est la même chose. On voit que sans arrêt dans la bénédiction, on n'arrête pas de dire merci. Pourquoi tu dis 20 fois par jour merci? Tu as dit une fois dans la journée, ça suffit. La Torah, elle vient. Prière. Quand tu dis le premier mot de la prière, c'est merci. Odu Lachem Kevorishmo. Quand tu commences Shacharit le matin, le premier mot c'est Odu. Remercie-moi encore une fois. La Torah te dit sans arrêt, tu as le devoir de venir dire merci. Pourquoi? On a vu hier, le Korban Toda qui était venu dans les temples, le sacrifice, c'était inclus pour n'importe quelle femme enceinte qui a eu un enfant, qui est passée par la mort. Pas oublier qu'une femme enceinte, elle est entre la vie et la mort. Et quand Dieu a donné la chance à une femme enceinte de donner naissance, pas qu'on est redevable, on a le devoir de dire merci. C'est pour ça qu'on a l'habitude de faire un gomel. Pourquoi on fait un gomel? Pourquoi on a l'habitude de faire cette bénédiction? Pour remercier Dieu. Mais rappelons-nous que celui qui a fait la bracha al gomel, vous savez c'est quoi la bracha al gomel? Non, c'est quoi? Vous savez pas? Non. Quand aujourd'hui on n'amène pas les sacrifices dans le temple, on n'est pas comme un Toda. À la place, on a l'habitude qu'à chaque fois qu'on prend l'avion, chaque fois qu'on traverse le désert, qu'on sort de prison, j'en fais toutes les semaines, c'est pas pour ça que je fais la bracha tous les semaines, et que quelqu'un qui a été malade et qui l'a guéri, il a le devoir de faire la bénédiction à Gomel, le Chayavim Tovot, chez Malanitov. En général, quand on monte à se faire, une femme qui a accouché, chez les Sfaradim, ils ont l'habitude aussi de dire la bracha à Gomel, qui veut dire, je traduis mot par mot, écoutez, c'est important, à Gomel, celui qui a fait, qui a contribué, qui a donné les Chayavim à ceux qui sont dans l'obligation, dans le devoir, Tovot de compter, chez Malanitov, il nous a fait du bien. En 2 mots, je remercie à Dieu qui m'a fait quelque chose qu'il ne devait pas me le faire. Il ne m'est pas redevable de quoi que ce soit, et il a décidé de me faire une bonté, et pour ça je le remercie. Pourquoi, encore une fois, on n'emploie ici le mot à Gomel et Chayavim? Pourquoi je suis Chayav? Pourquoi je suis fautif? Pourquoi j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi on ne dit pas le bon Dieu qui a fait du bien à n'importe quelle personne? Parce que naturellement parlant, Dieu ne me doit rien. Et le fait que je suis présent, le fait que je suis vivant, le fait que je bouge, le fait que je respire, j'ai un devoir de reconnaissance. C'est pas pour rien que la Gemara nous dit. Al-Kol Neshima ou Neshima, sur chaque soupir qu'une personne respire, elle a le devoir de reconnaissance. Alors oui, comme il a dit tout à l'heure de cher Rabbi Anthony, Dieu nous a envoyé une épreuve, une difficulté. Bien sûr, on peut regarder ça comme une épreuve. Mais je peux regarder ça aussi comme un défi. J'ai pas de réponse pourquoi ce défi a été placé à moi. J'ai pas forcément une solution, je peux pas comprendre pourquoi j'ai été mis face à un tel défi. Mais une chose que je sais, c'est que si Dieu m'a mis face à de tels défis, il m'a donné les forces pour les surmonter. À moi de choisir si je veux me victimiser, ou à moi de choisir si je veux transformer ce défi en tremplin pour avancer et rebondir comme il va voir avec la résilience, de devenir encore plus grand à travers ce défi. Et ça dépend de chacun d'entre nous. Il y a une personne qui va faire cet effort sur lui, il y a une personne qui ne va pas faire cet effort sur lui. Et je veux vous dire clairement que des gens qui font cet effort, et plus ils pratiquent cet effort, c'est comme un muscle, plus ils ont une vie heureuse. Et plus ils regardent les choses, pas seulement avec relativité ou avec, je veux dire, des yeux positifs, mais ils voient que leur vie s'épanouit, leur vie se change, leur vie devient joyeuse, parce qu'ils prennent les choses d'une autre manière. Oui. Non, je voulais dire le contraire. Non, moi j'ai une question. Oui, c'est autre la question. Oui. Est-ce qu'on dit aussi que Hachem nous envoie les défis qu'on est, les épreuves ou les défis qu'on est capable de surmonter? Oui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, oui. que c'est fonction de la personne et pas forcément. Donc on est censé savoir surmonter tous les défis qu'on... Dieu nous envoie les forces pour pouvoir les surmonter. Maintenant, comme j'ai dit, parfois pour avoir les forces de surmonter, tu dois attraper une corde, parfois tu dois t'attraper à quelqu'un, parfois tu dois demander de l'aide à l'extérieur. Mais Dieu t'a envoyé les capacités de pouvoir les surmonter, sinon tu ne l'as pas envoyé. Maran vient nous dire la phrase suivante, que Dieu ne vient pas avec des arguments contre ses créatures. À chaque créature que Dieu a créée sur terre, il lui donne les moyens de s'en sortir. Et je dois faire une grande parenthèse, parce que je sais très bien les questions que les gens se demandent dans la tête. Je n'ai pas de réponse pour la Shoah, je n'ai pas de réponse pour le 7 octobre, je n'ai pas de réponse pour n'importe quelle tragédie qui se passe, que je ne peux pas répondre au chemin de Dieu sur terre, je ne suis pas le bon Dieu. Et bien sûr que ce sont des tragédies qu'on n'a pas de réponse. Et quelqu'un qui a une réponse, il faut mieux qu'il aille à l'hôpital psychiatrique et je ne sais pas s'ils ont une place pour lui. Il n'y a pas de réponse. Mais je parle dans la vie courante. On est tous confrontés à des défis. On est tous confrontés à des épreuves. On est tous confrontés à des difficultés. Et la question elle est, qu'est-ce que je fais maintenant avec cette difficulté?
Tout à l'heure, il a parlé d'avion avec des papiers. J'étais à un congrès rabbinique comme chaque année, c'était il y a 2 ans, je crois. C'était un congrès qui devait se passer à Odessa en Ukraine, juste avant la guerre, au mois d'août, avant que la guerre s'est déclenchée en février. Et pour aller à Odessa en Ukraine, hein? Non, c'est pour aller à Odessa en Ukraine. Pour aller à Odessa en Ukraine, j'ai pris Austrian Airlines, la plus pire des compagnies qui peut exister sur Terre. Parce que c'est des gens que l'avion il décolle, il départ 5 minutes avant que la porte est affichée fermée, laisse tomber. Bref. Et ils m'ont fait ce qu'on appelle un flight connection, d'avoir une connexion, d'atterrir à Vienne et de Vienne à Odessa. Tout va bien jusqu'à là. J'arrive non, l'avion a décollé de Paris en retard. Il y avait 45 minutes d'attente entre les deux. J'arrive en Autriche, à Vienne, et j'ai le prochain vol qui arrive à Odessa. Il n'y a pas de vol pour Odessa tous les jours, tous les heures, je veux dire. Bref, et bien sûr, je suis arrivé en retard, il restait que 20 minutes. Je cours tout l'aéroport, celui qui est parti une fois à Vienne, c'est un aéroport qui fait marcher d'un bout à l'autre. Et j'arrive, je vois que la porte, elle est fermée. Il n'y a pas personne. On dirait que. Et pourtant, je regardais sur l'application à chaque fois, c'était la porte 45. Il n'y a personne, c'est pas possible. Ou il n'y a pas de vol, ou ça a été plein de passagers, je cours dans tous les sens, je prends l'information. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, monsieur, l'avion est parti. Je dis, qu'est-ce qu'il est parti? Ça a été écrit 17h53, il était 15. C'est pas que tu vois encore le vol, c'est fermé, il y a encore le personnel qui est là, il n'y a rien. Je dis, c'est pas possible. Je dis, c'est de ma faute que je suis arrivé en retard. J'ai une conférence ce soir. Je dis, qu'est-ce que je fais? Il y en a qui vont attraper l'hôtesse et vont s'occuper d'elle. Moi, j'avais même pas une hôtesse pour m'occuper d'elle. Il n'y a personne. Je dis, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai déjà un congrès qui doit commencer, je vais aller voir le congrès. Il me dit, allez voir là-bas le compteur d'Austrian Airlines, allez voir. Je vais aller voir et il me dit, vous savez, si vous voulez, on peut vous arranger, on peut vous mettre sur un vol qui va à Istanbul. Et en Istanbul, vous allez prendre un autre vol qui va vous emmener à Odessa. Dis-moi, c'est faire le tour du monde pour revenir à la porte de chez toi. Parce que quand tu connais la carte, de l'Autriche à l'Ukraine, à Odessa, c'est vraiment que tu as fait aller voir le bout du monde. Je dis, qu'est-ce que je vais aller à Istanbul? Parce que je suis parti faire Istanbul. Et qu'est-ce que je vais? De toute façon, j'ai pas le choix. Je vais retourner à la maison. J'ai le congrès rabbinique, je vais être présent, je vais parler, peu importe. Mais moi, c'est à Istanbul. Ok, on va à Istanbul. On est dans le vol. Oublie que la valise, elle n'est pas arrivée ni à Istanbul, ni à Odessa. 3 jours, c'est oublié, c'est ça un détail. Ça, je ne savais pas au départ. Je suis dans le vol à Istanbul. Je suis assis à côté d'une personne qui n'est pas 3 fois mon poids, mais 10 fois mon poids. Qui a l'air d'un gangster que j'ai jamais vu. Des tatouages de partout, de la bière après l'autre. Non, quand je me dis à chaque fois, ma femme me dit à chaque fois, il n'y a pas un vol où tu t'assois, où tu vas, que Dieu il fait en sorte que tu deviens dans ce vol. Non, je ne sais pas pourquoi. Comme ça. Bon Dieu l'a décidé. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais pour répondre à ta question. On commence à discuter, mais je ne sais pas pourquoi, elle sortit un livre, apprendre, être fini, j'en fais quoi. Et on discute, monsieur, il s'avère qu'il est juif. Mon Dieu a fait bien les choses comme on dit. Il est juif, on parle ensemble, on parle en anglais, il habite à Prague, c'est un businessman en Turquie, il fait les allers-retours, on discute. Je fais, est-ce que vous avez mis les tefilines? Je fais, c'est quoi les tefilines? On discute. Je fais bar mitzvah, kippour, rien. Tu sais c'est quoi kippour? Tefilines, jamais mis. Vous savez que je ne devais pas être dans ce vol. J'ai rien à faire à Istanbul, je ne sais même pas pourquoi. J'ai jamais été dans ma vie à Istanbul. J'ai jamais rêvé à Istanbul. J'ai fait faire le tour du monde, je ne sais même pas pourquoi. Je sais, mais le bon Dieu m'a mis à côté de vous pour faire la bar mitzvah aujourd'hui. Il fait, allons-y. Prends les tefilines, il se lève, on met les tefilines, j'ai son adresse, j'ai son numéro. J'ai la photo avec lui. À Istanbul. Dans l'avion. Turkish Airlines. Turkish Airlines. On met l'avion, on met le vol. Un orchestre dans l'avion. Laisse-moi tranquille. Mais je te dis, on a mis les tefilines. Et j'étais en contact avec après, il m'a raconté que son fils va faire la bar mitzvah dans un an. Je lui ai écrit, mais il ne m'a pas répondu. Peu importe. Mais en tout cas, on a mis la bar mitzvah. Ça, c'est une circonstance que j'aurais pu m'énerver. Mais la première fois d'Istanbul, je suis arrivé à Odessa. La valise n'est pas arrivée. Le congrès s'est terminé. Je suis revenu en France. Et j'ai essayé de voir à l'aéroport si la valise est quelque part dans le monde. Et ils m'ont dit, on ne sait pas, certainement qu'elle est partie à Istanbul. Je suis écouté, alors elle l'a cherchée. 2 semaines après, elle est revenue à Charles de Gaulle. Heureusement qu'il n'a pas dû manger des quoi que ce soit, de peu importe des affaires. J'ai déjà été habitué à aller défendre dans des congrès pendant 2-3 jours sans avoir aucune autre affaire que ce que j'avais sur moi. Et on apprend dans la vie tous les jours, tu sais quoi, contente-toi de ce que tu as. Il y a des gens qui n'ont même pas ça. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres que tu peux stresser, tu peux devenir complètement fou. Et en réalité, quand tu réfléchis, tu te dis, Dieu t'a mis dans une telle situation, il y a quelque chose derrière. Ne pense pas que dans une telle situation, je dis, je vois ça tous les jours. Je te dis tout à l'heure une histoire d'hier soir, préparée ce soir. Qui est que parfois, quelqu'un, il est confronté à une difficulté. Il a le choix de se dire, je baisse les bras. Ou il a le choix de se dire, je demande à Dieu de me donner toutes les forces pour surmonter cette épreuve. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, depuis 6 mois qu'on a la guerre en Israël, qu'on entend nos soldats, et qu'on entend les parents des soldats
qui parfois nous quittent brutalement. Comment la foi, les émonas qu'ils ont. Et comment ils se disent, comment on est fiers. Et comment les soldats, même, sont tellement joyeux. Je les ai vus, je dansais avec eux à Gaza, avec les bombes qui tombaient. La dernière fois qu'on était là, c'était avant le 14 novembre. J'étais avec Sacha. On va voir tout de suite le film. 4 bases militaires. Je parlais avec les soldats, on était dans la base Machane Iftar. C'est juste la barrière de la base, c'est Gaza. Avec les brèches qu'il y a eu dans la barrière du Hamas, c'était un mois après. On était dans le Hamal, qui est la chambre où il y a les Tafetaniot, où il y a les soldats qui regardent les écrans toute la journée. Malheureusement, il y a eu un Achaloz, où ils se sont tous fait tuer et kidnapper, etc. Et à Machane Iftar, ils ont tous survécu. Miracle énorme. On a rencontré les soldats qui étaient là-bas le 7 octobre. On était avec eux. Vous allez voir dans la vidéo. Et eux, ils ont vu comment les terroristes rentrent dans la base, qu'ils ont tué la soldat qui était à l'entrée, qu'ils ont tué 12 soldats, il y a eu des combats pendant 3 heures, et au final, la base, elle a été sauvée. Et nous, on a demandé la question à ces soldats, des jeunes filles de 19-20 ans. Quel est le miracle qui s'est passé? Pourquoi ici et pas à quelques centaines de mètres en Achalos? Pourquoi juste ici? Pas de réponse. Le bon Dieu nous a sauvés, on était là dans cette chambre. De la même manière, d'ailleurs, on a été sauvés. En plein train, on a préparé les grillades pour 250 soldats, on va faire des filets, ceux qui n'en ont pas. Et tout d'un coup, on entend, ça va, c'est quoi? C'est l'alerte rouge, dans laquelle il faut tout de suite se sauver parce qu'il y a les missiles de Gaza qui tombent. On entendait les boum boum, etc. Et les soldats qui courent avec la viande, qui coulent de partout. Bref, c'était très amusant. Et nous, on court avec moi, j'étais en train de conduire. Je dis à ma femme, viens, on suit les soldats. Ils sont tous en train de s'enfuir, ces voitures dans la voie, recevoir les missiles sur la voiture. Viens, on s'enfuit avec eux. On rentre dans la Migonite, qui est l'endroit où ils se protègent. L'abri mystique, qui est la norme. Et je prends un soldat, ou une soldate, je crois, 26 ans. Je lui dis, dis-moi, c'est la norme? C'est normal de vivre comme ça. Je sais quoi ce truc, tu es en train de manger grillade, tu fais la fête, d'un coup tu cours comme ça. Je fais la main. Là c'est ragoua, là c'est calme. Regardez l'attitude. Je dis, ça c'est calme. Tous les quarts d'heure, il y a des bombes qui tombent. Ça c'était le 14 novembre, c'était un mois après. C'était à peine au début de l'entrée dans Gaza. Je dis, ça c'est calme. C'est pas une vie. Elle me dit, tu devais venir il y a 3 semaines. C'était chaque minute. Ah, c'est tous les quarts d'heure, ça va, la vie est belle. Ça, c'est ce que j'appelle la résilience. Si Israël tient de la manière comme elle tient aujourd'hui, si nos soldats font face à un des ennemis les plus atroces qui existent dans le monde, et qu'on réussit depuis 6 mois à se battre, et quand on découvre ce qu'on découvre tous les jours, j'ai donné une nouvelle à Chifa, dans la chambre, dans la branche de maternité, dans les chambres des femmes qui accouchent, toute la quantité d'armes qu'on a trouvées aujourd'hui. Je sais pas si vous avez vu les photos, c'est juste hallucinant. Des fois, je me dis, mais les armes du monde entier se trouvent là-bas. Tous les armes de la Russie et de l'Ukraine se trouvent là-bas. Dans la maternité aujourd'hui, ce qu'ils ont trouvé, c'est juste hallucinant. Des centaines de Kalachnikov. On dirait que c'est une armée entière dans la maternité. Quand on voit les miracles qui se passent tous les jours, on peut quand même remercier le bon Dieu qui protège notre terre, qui protège nos soldats. Des 4 coins, il n'y a pas un autre pays sur terre qui est attaqué des 4 fronts. Le Yémen, les Houthis, à 2000 km, sur Elat, les missiles qui vont, c'est la pluie qui tombe dans tous les sens. C'est vraiment un jeu. Il n'y a pas de logique comment Israël survit. Bien sûr qu'il y a de ça n'est pas capable de faire face à tous ces défis. Ça le dit lui-même. Dieu nous protège. Sahel se bat avec le plus grand de ses forces. Mais cette attitude qui est la résilience, c'est la qualité première du peuple juif. Ça, c'est ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Nous tous, j'ai rien contre les non-juifs, on a cette capacité que Dieu nous a donnée, que les autres nations nous envient. Pourquoi les Américains, des Juifs américains, comme Schumer, comme Blinken, c'est tous des Juifs qui font tellement de mal à Israël? Pourquoi tous ces gens ne peuvent pas comprendre cette résilience? Comment tu tiens? Quel pays sur terre est capable de se faire attaquer avec tellement d'ennemis féroces? Ce n'est pas des armes, des trucs, des boules d'eau, des revolvers à eau. Ce matin, à Kriyat Shmona, dans les 4 coins d'Israël, avec des missiles qui tombent de tous les sens. Et grâce à Dieu, la vie continue. Alors, comme j'ai dit, pas se voir la face. Oui, c'est vrai. Encore aujourd'hui, on n'a pas dit un soldat. Hier, on n'a pas dit un soldat. Et chaque soldat qui quitte, c'est une perte pour le peuple juif entier. Bien sûr, pour sa famille et pour ses proches. Mais regardons la grande image. Des centaines de milliers de soldats sur le terrain, se battent quotidiennement, et Dieu nous protège. Et ça, c'est le secret de notre peuple. Quand on a ça dans nos gains, ça fait partie de notre arbre génétique, rien ne peut nous abattre. Pas seulement au niveau collectif, mais à un niveau personnel. Et c'est notre devoir de mettre ça en application dans la vie de tous les jours. C'est notre devoir de se dire, soyons fiers de qui nous sommes, soyons fiers de ces cadeaux que Dieu a donnés à chacun d'entre nous, et sachons les exploiter au maximum, dans n'importe quelle situation. On est garanti de réussir.
Voilà, chers amis. Voilà.